Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit tout de suite Dr Mor Gassama, économiste de profession. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. L'actualité économique naturellement marquée par cette visite de la délégation du Fonds monétaire international, visite au cours de laquelle la mission a fait le point sur les récents développement économique, mise à jour les prévisions de croissance et de budget et discuter du projet de budget du Sénégal en 2024. Alors le Sénégal s'est vu décerner, on va dire, une mention passable avec une croissance du PIB qui est passée de 5,3 à 4,1%, mais l'institution impute, on va dire, cette baisse à la tension qui a sévi au sein de l'espace politique sénégalais ces derniers mois. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous partagez cette lecture du FMI? Moi, je pense que il y a quand même une part de vérité parce que pendant pratiquement au mois de juin, pendant pratiquement une semaine, voire même 10 jours, beaucoup d'activités fonctionnaient au ralenti, à défaut d'être totalement à l'arrêt. Ça a surtout affecté le commerce et les services. Donc à cela maintenant s'ajoute d'autres perturbations liées notamment au fonctionnement de l'économie donc dans son ensemble, parce qu'on a pu constater que depuis quand même cette crise que nous avons connue qui nous est venue donc de l'autre bout du monde. L'année dernière, les gens ont beaucoup Vous voulez parler de la guerre en Ukraine ou de la Oui, la guerre russo-ukrainienne, parce que c'est une crise qui est arrivée juste après donc la crise économique, sanitaire qui a débouché sur une crise économique. Voilà, les gens étaient en train donc de souffler un petit peu. Après, il y a une reprise. Ensuite, on se retrouve avec certaines difficultés, ce qui fait que globalement, je pense que c'est un peu difficile de dire le contraire, mais je pense que c'est un tout. Alors, docteur, pour ceux qui nous regardent ce soir, qui ne sont pas des spécialistes de l'économie, qu'est-ce que ça veut dire passer de 5,3 à 4,1% et quel impact réel ça a sur les Sénégalais? Oui, parce que lorsqu'on parle de budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses, au-delà aussi une prévision de croissance, c'est-à-dire que les ressources qui seront produites, générées au sein du pays au cours donc des 12 derniers mois, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Toujours, on parle de prévision. Maintenant, chaque trimestre, souvent, on fait une évaluation pour voir en fonction des prévisions, est-ce qu'on est dans le bon tempo, est-ce que la prévision sera revue un petit peu à la hausse ou à la baisse. Fin premier trimestre, fin deuxième semestre, on fait une évaluation sur le semestre, etc. Voilà. Maintenant, les prévisions donc n'ont pas été atteintes. C'est pourquoi on pense que ça pourrait donc baisser effectivement en passant de 5,3 à 4,1, c'est-à-dire qu'une baisse de 1,2. Voilà. Donc, en réalité, à chaque fois qu'on est dans le cadre de ces prévisions-là, il ne suffit pas seulement parce que ce n'est pas des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire qu'on a depuis le début de l'année, mais on fait des projections. C'est pas figé, ça. Non, du tout. Parce que si vous regardez, par exemple, l'exploitation du pétrole et du gaz qui était prévue cette année, avec ce qu'on attendait, environ 53 milliards qui devaient figurer dans le budget, du moment où on l'a reporté, ça veut dire que ces 53 milliards-là, donc il faudrait essayer de les retrouver ailleurs, de les chercher ailleurs pour combler, etc. Après, puisque c'était l'exploitation, aussi c'est des gens qui devaient encore trouver donc, du travail, c'est d'autres secteurs aussi qui devaient se redynamiser, parce que dans le commun, tout est lié, etc. Bref, en quelque sorte, après maintenant, lorsqu'on parle de cette croissance avec un certain niveau, c'est intéressant, mais le plus important encore, c'est surtout ce qu'on fera de cette croissance-là, parce que je pense que c'est là où véritablement devrait tourner le débat. En tout cas, depuis 2, 3, voire 4 années, on débat toujours sur cela. Parce que si vous vous souvenez un peu, lors de la première phase de lancement donc, du PSE, il y avait un taux de croissance qui tourne autour de 6%, mais on avait constaté que sur la même période, la pauvreté ne reculait que faiblement. Ce qui veut dire que cette croissance-là ne profitait pas à la population. Voilà, ce qu'on avait qualifié même d'être une croissance extravertie. Donc aujourd'hui, certes, cette croissance
a baissé, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. C'est une bonne transition justement pour poser question. Oui. Que faire de cette croissance, en tout cas des objectifs de croissance qu'on veut atteindre? Oui. Puisque vous dites que c'est pas tant important, les chiffres ne sont pas tant importants, c'est plutôt ce qu'on en fait qui est important. Oui, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un fort taux de croissance, mais qui ne bénéficie pas à la population, ce que nous avons déjà connu. Parce que ce qui nous importe, ce qui va impacter positivement sur le plan économique et social de la population ou du pays de manière générale, c'est une croissance qui est dite inclusive, c'est-à-dire qui profite à toutes les couches de la population. Parce qu'une croissance ou en tout cas dont les principaux bénéficiaires sont les banques ou encore les autres entreprises multinationales, les firmes multinationales, ça veut dire que tout ce qui est gagné est pratiquement rapatrié au pays d'origine. Alors que on aurait bien aimé que les fruits de cette croissance-là profitent plus que ce soit palpable. Aux Sénégalais. Donc, et pour cela, ce n'est pas du tout compliqué. Il faudrait seulement que l'État essaie d'orienter le maximum possible ses investissements vers ce qu'on appelle les secteurs à fort potentiel de croissance inclusive. Alors, on va s'intéresser au budget. L'organisation, le FMI, affirme que son exécution a été globalement, on va dire, conforme, même si des efforts sont à faire en termes de mobilisation de recettes d'ici la fin de l'année. Alors, pensez-vous qu'avec les échéances électorales qui se profilent, la tension qui existe sur les marchés régionaux, qu'il soit possible d'atteindre les objectifs d'ici la fin de l'année, d'ici décembre? En tout cas, souvent, une année préélectorale n'est pas du tout facile à gérer. Dans la mesure où, dans la plupart du temps, les pouvoirs publics s'engagent à faire du social, beaucoup de social. Si vous vous souvenez, le président même avait déclaré 2023 année sociale, comme on l'a fait aussi en 2018. Donc, veille de l'année électorale, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche souvent à draguer l'électorat, à séduire pour véritablement essayer de bénéficier d'un vote. Donc du coup, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans ce sens-là, c'est-à-dire investir davantage dans les secteurs sociaux. Après maintenant, il faudrait voir leur impact donc sur le développement économique et social. En réalité, ce qu'on constate souvent, c'est dans la plupart du temps, il y a certains efforts qui sont fournis allant dans ce sens, mais parfois c'est mal orienté. C'est ce que disait ce rapport aussi, ou l'ancien rapport, c'est-à-dire qu'il y avait des subventions. D'ailleurs, même dans ce rapport aussi, on nous les rappelle toujours les subventions qu'il faudrait penser à beaucoup diminuer, etc. Parce que la croissance, les subventions en tant que telles ne sont pas mauvaises, parce que ça fait partie du fonctionnement normal d'une économie, surtout lorsque vous êtes dans un pays en développement où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. L'année dernière, ces mêmes subventions, rien que sur les produits pétroliers, ce qu'on appelle l'énergie, donc tournaient autour de 750 milliards. Voilà. Mais là encore, il y avait un problème. Le problème, c'est que les subventions n'étaient pas ciblées. Et cette manne financière était plus destinée aux couches aisées qu'aux couches défavorisées. C'est-à-dire, donc les 80% étaient pratiquement destinés aux couches aisées, alors que les couches vulnérables, donc défavorisées, n'en ont bénéficié que des 20%, c'est-à-dire les 150 milliards, ce qui était quand même très déséquilibré. C'est pourquoi on encore rappelle aux gens au Sénégal de respecter un tout petit peu ces engagements. Parce qu'en réalité, les FMI, lorsqu'ils vous donnent des fonds, ils définissent aussi des règles et vous poussent à les respecter. Mais je pense que nul n'est mieux placé que les pouvoirs publics de savoir ou de connaître vraiment ce qui est bon pour sa population. Surtout dans une année préélectorale, demande au pouvoir public de réduire ses subventions, c'est vraiment suicidaire. Alors, le FMI prévoit pour 2024 une croissance de plus de 8% pour notre PIB, notamment avec le début de l'exploitation des hydrocarbures. Mais on le sait, le Sénégal, vous l'avez dit tout de suite d'ailleurs, a déjà accusé du retard puisque l'exploitation déjà été attendue l'année dernière. Est-ce que c'est prudent finalement d'arrimer la croissance de notre PIB à l'exploitation des hydrocarbures, surtout quand
quand on sait qu'on s'achemine vraiment vers une année électorale où il va y avoir forcément des changements qui vont advenir. Oui, donc dans tous les cas, il faudrait toujours faire des projections. Après maintenant, comment on va s'organiser pour atteindre ces objectifs, c'est autre chose. Voilà, parce que dans ce rapport, on rapporte qu'effectivement les projections de croissance pour 2024 tournent même autour de 8,8%. Précisément, ça veut dire que ça a été même revu encore à la baisse parce qu'on était pratiquement à 9,8%. Donc ça veut dire que c'est toujours voilà, ce retard, je pense qu'il a impacté donc négativement. Là également, je pense que ça dépendra s'il n'y a pas de troubles. Parce que souvent, on connaît des troubles donc pré-électoraux comme aussi post-électoraux. Mais si tout se passe bien, il n'y a pas de perturbation ni rien de tout. Et en principe, ça devrait se passer comme ça, si véritablement on respecte les règles du jeu. Parce qu'on a l'habitude de le dire, il est difficile de dissocier l'économie de la politique. De la politique. Oui, parce que ce sont souvent les hommes politiques qui prennent des décisions qui devraient être exécutées. Et parfois aussi leur comportement, comme leur décision, impacte sur le fonctionnement de l'économie. Voilà, la preuve, ces troubles qu'on nous évoque au début du mois de juin, en réalité, le soubassement est purement politique. Mais l'économie en a beaucoup souffert. Les répercussions ont été économiques. Tout à fait. Dans ce rapport même, je pense que les FMI demande aussi au gouvernement du Sénégal de mieux rationaliser ce qu'on appelle les exonérations fiscales. Oui. Là aussi, c'est important parce que si le boulanger du coin paye correctement ses impôts, on le presse tout le temps, et à côté, vous avez quelqu'un qui gagne des milliards, mais qui, par des manques ou en tout cas à cause de ses relations, de son réseau, arrive quand même à bénéficier de certaines exonérations à coût de milliards. On pense que quand même c'est très déséquilibré. C'est de l'argent qui pourrait servir à améliorer les conditions donc d'études dans nos universités, dans nos écoles, mais également qui pourrait même permettre aussi donc voilà d'améliorer un tout petit peu notre quotidien. Parce que dans un pays où on peut compter quand même plus de 6 000 abris provisoires, on ne peut pas se permettre voilà, de laisser passer comme ça donc, des centaines donc, de milliards. Pourquoi on parle d'exonération alors qu'en réalité, il y a beaucoup de cas quand même qui sont discutables. Alors, on parle énormément ces derniers temps des hydrocarbures, de l'exploitation des hydrocarbures. C'est normal parce que cela va changer totalement notre économie, l'envergure de notre économie. Mais avant les hydrocarbures, j'ai envie de dire qu'on avait par exemple l'agriculture qui pouvait et qui devait même être un réel moteur de développement économique, mais trop d'impairs, il faut le dire, freine son essor malgré les moyens déployés par l'État du Sénégal. Comment, selon vous, inverser peut-être la tendance et la rendre plus performante, cette agriculture? Il faut la moderniser parce qu'on ne peut pas se permettre 60 ans après les indépendances d'utiliser plus ou moins les mêmes techniques donc voilà d'agriculture donc de travail dans les champs. Ce n'est pas du tout normal. Nourrir 5 millions de personnes, 10 millions encore 17 millions et puis bientôt 20 millions, c'est pas pareil. Ça veut dire que nous devons nous diriger obligatoirement vers ce qu'on appelle une agriculture mécanisée. La mécanisation. Voilà, il faudrait penser à trouver donc des semences donc de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Également mettre des engrais à disposition donc des producteurs. Chaque année, ce sont les mêmes problèmes. Déjà, on constate que même si le gouvernement, dans le cadre du PAP 2 ans, a revu ses ambitions à la hausse en parlant même d'autosuffisance donc alimentaire, autosuffisance parfois même, alors que tout au début, l'autosuffisance c'était uniquement sur la production de riz. Donc on a revu les ambitions à la hausse. Il y a quelques efforts qui ont été faits aussi dans l'équipement du monde rural. J'ai vu, ça doit faire 4 à 6 mois, le président de la République voilà, débloqué, en tout cas, où l'État du Sénégal débloqué 85 milliards pour acheter des tracteurs. On a vu aussi l'introduction de vaches à lait, à peu près 2500, voilà, qui devrait mettre bas 2 mois plus tard, et que le gouvernement s'engage à les subventionner à hauteur de 50%, et que pendant 10 ans, chaque année, on devrait importer au moins 2500 donc, vaches laitières, subventionnées à hauteur de 50%. Ce qui veut dire que la production de lait va s'améliorer, parce que rien que les importations de lait, ça nous coûte combien? 64 milliards par année.
Et on n'est même pas sûr d'avoir du bon lait. Hein. Voilà, donc la qualité encore laisse à désirer. Voilà, donc il faut mécaniser. Ça, c'est obligatoire. Il faut organiser les producteurs. Parce que si on peut se permettre d'octroyer des centaines d'hectares à des étrangers, je veux dire les Espagnols, les Marocains, encore les Indiens, on devrait pouvoir faire pour les Sénégalais. Voilà, il faut les organiser, les financer et surtout les encadrer. Donc, dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Donc, je pense que ça, c'est un impératif. Parce que l'agriculture sénégalaise souffre de sa productivité faible, extrêmement faible. On ne peut pas mobiliser près de 60% de la population active dans ce secteur-là et que sa contribution au PIB reste faible. Ça veut dire que nous devons quand même revoir notre méthode. Bon, les discours sont toujours... Vous êtes bien d'accord avec moi, revoir la méthode aussi bien du côté de l'État que des producteurs eux-mêmes, qui ne soient pas aussi là toujours à attendre l'apport de l'État. Oui, on doit continuer à les encadrer, à les former. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux ont de mauvaises habitudes, parce que cela aussi est dû à la politisation, entre guillemets, donc voilà, du monde rural. Parce qu'on a toujours cette sempiternelle problématique, nous attendons les engrais, nous attendons le matériel agricole, nous attendons la logistique qu'il nous faut pour travailler. Et ça pose problème. Mais est-ce une bonne démarche d'attendre toujours quelque chose de... évidemment, puisque ça n'a pas donné de résultats, cela veut dire qu'il faudrait changer de méthode. D'abord, le premier problème, c'est la distribution des semences et des engrais. Chaque année, on nous avance un montant. Il y a 3 ans, c'était 60 milliards. L'année dernière, c'était 80 milliards. Cette année, on parle de 100 milliards pour préparer la campagne agricole. Mais vous entendez à travers les médias donc, les paysans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne voient pas assez de semences, ils n'ont pas assez de semences, ils ne voient pas, beaucoup d'entre eux ne voient pas la couleur des engrais. Et vous voulez parler de relancer l'agriculture, ça pose problème. Ça veut dire qu'il faudrait une évaluation objective de l'état des lieux. En le faisant, on pourra mettre les moyens à leur disposition et surtout les encadrer. Parce que s'ils ne bénéficient pas d'encadrement, ils vont perdre trop de temps sur des détails, alors qu'ils peuvent aller droit au but. Donc je pense que ça aussi, c'est important. Après maintenant, il y a cette culture donc de traiter avec surtout ce qu'on appelle les banques. Parce que si les gens peuvent toujours s'endetter auprès des banques, l'État pourra se porter garant. Voilà, mais derrière, il faudrait qu'ils aient l'habitude donc de rembourser. Bon, cela aussi, ce type de remboursement aussi a été toujours politisé. Parce que les gens, d'ailleurs, si vous précisez de rembourser surtout pendant cette période-là, les gens vont penser que vous n'êtes pas un homme normal. Alors quelqu'un qui est normal doit rembourser. Parce qu'on va vous dire qu'on est en période préélectorale, pourquoi vous dépêchez de le faire, alors que vous êtes sûr que l'État peut effacer la dette paysanne. Pourquoi? Parce qu'on cherche de l'électorat. Bref, il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux. Moi, je pense que c'est ce qui manque terriblement. Alors, un fait particulier qui a attiré mon attention, c'est la mission du FMI qui encourage le Sénégal à l'adoption d'un décret de nature à intégrer les considérations climatiques à toutes les étapes de la gestion des investissements publics, mais aussi la définition de priorités stratégiques pour aller vers des transports publics écologiques. Alors, l'initiative est très louable, mais est-ce que vous pensez qu'elle est réalisable à court terme dans un pays où on doit le dire, le peuple est absorbé dans sa plus grande majorité par des urgences quotidiennes comme le besoin de se nourrir ou tout simplement de relever son pouvoir d'achat? Oui, parce que là, l'FMI évoque l'aspect du développement durable. C'est pas du tout quelque chose, c'est pas quelque chose qui est récent. Depuis au moins plus d'une décennie, c'est difficile même de bénéficier des financements de projets de la part des institutions internationales si vous n'intégrez pas à l'intérieur l'aspect développement durable. Ça, c'est une obligation. Voilà, vous voulez construire une autoroute, vous allez abattre 10 000 arbres, etc. Il faut nous dire comment vous allez faire. Si vous allez abattre 10 000 ou 15 000 arbres, mais à côté, vous comptez planter quand même 50 000 arbres, ce n'est pas mal. Il faudrait juste montrer comment vous comptez entretenir pour que ces arbres puissent tenir et pousser avec le temps. Bon, je pense que c'est un rappel parce qu'aujourd'hui quand même, avec les risques liés à l'environnement, on ne peut pas négliger cette partie-là. Les autorités l'intègrent dans ce qu'elles font. Je pense qu'avec le projet de BRT, vous savez que donc ce sont des bus électriques, c'est ça. Ou en tout cas, c'est de l'énergie propre.
Il y a certains efforts qui sont fournis aussi dans l'éclairage. Par exemple, beaucoup maintenant de collectivités locales utilisent donc les lampes solaires, autrement dit pour l'éclairage public. Souvent maintenant, on met du solaire. On n'est plus dépendant forcément à 100% donc de la Sénélec, même si l'investissement est lourd dans le premier temps, mais ça va s'amortir avec le temps et après, les gens vont rester plus ou moins libres. Bref, c'est tout à fait normal. Après, vous êtes dans un pays où toute l'année presque vous avez du soleil, il faut penser aussi à utiliser ces énergies-là appelées énergie propre. Alors, le temps qui nous reste est presque terminé, on va dire, mais on va quand même aborder la question concernant justement le chef de l'État Macky Sall qui a décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Alors le PSE, le plan Sénégal émergent, a été son cheval de bataille tout au long de son magistère pour booster l'économie sénégalaise. Quelle analyse faites-vous de son bilan économique, on va dire, à la tête du pays et notamment du plan Sénégal émergent? Voilà, lorsqu'on analyse les deux phases, PAP 1 et PAP 2, PAP 2 qui est devenu PAP 2A, ce qu'on appelle le plan de relance. Il y a sur le plan macroéconomique quelques avancées significatives qui ont été notées, notamment donc en matière de réalisation d'infrastructures, donc dans l'amélioration aussi de la production de certains types de biens. Si vous parlez du riz, si vous parlez de l'oignon, encore de la pomme de terre, même si encore il y a des problèmes de conservation, voilà, mais il y a un bond significatif qui a été réalisé à ce niveau-là. Par contre, dans le cadre toujours de ce plan, parce qu'on parlait surtout donc d'une priorité qui est accordée à l'agriculture. Malheureusement, même s'il y a quelques efforts qui ont été fournis, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ensuite, sur le plan, je pense que social, qu'est-ce qu'on constate? Quelques projets qui ont été aussi avancés à ce niveau-là, avec notamment la construction aussi de certaines infrastructures pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi. Mais là également, je pense que malgré les efforts qui ont été fournis dans ce sens-là aussi, les résultats restent quand même très mitigés. Voilà, mais en tout cas, sur les infrastructures, ça c'est incontestable, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. On ne peut pas se mettre là à les lister puisque les gens du pouvoir le font régulièrement. Nous, on va insister peut-être sur ce qui n'a pas marché, ce qui leur permettra vraiment d'avancer ou encore de corriger. Voilà. Après, ce qu'il faudrait surtout souligner, c'est que lorsque vous voulez mettre en place quelque chose qui doit durer 20 ans, sur l'essentiel, il faudrait essayer de trouver ce qu'on appelle des consensus forts. Ce qui veut dire que lorsque vous entamez certains projets, voilà, les gens ne vont pas les remettre en cause. L'État, c'est la continuité, c'est tout à fait normal que certains projets, lorsque vous commencez à dépenser beaucoup d'argent, on ne va pas les arrêter comme ça, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'il y aura un changement de régime, les gens ne vont pas continuer le plan Sénégal émergent parce que les gens viendront avec leur programme et ils vont exécuter leur programme. Voilà, maintenant, certains projets qui sont en cours d'exécution, peut-être on pourra les terminer. Mais la marque de fabrique de l'administration, pourtant, ça devrait d'assurer la continuité. C'est pourquoi j'ai dit certains projets qui ont été déjà entamés, forcément, on pourra les terminer. Par exemple, il y a... je pense que on a même dit que d'ici décembre, le BRT, ça va fonctionner. Après, ils ont lancé un programme, par exemple, pour les chemins de fer du Sénégal, qui, je pense que ça va prendre 18 mois. Voilà, il y a d'autres projets qui ont été lancés, qui vont finir dans 1 an ou 2 ans. Ça, lorsque, si c'est un candidat de la moelle présidentielle ou de Benno Bokk Yakaar, pour ne pas dire de la PR, qui arrive au pouvoir, il y a de fortes chances que le PSE continue tranquillement son chemin. Et si tel n'est pas le cas, ça ne sera pas facile. Et je ne le pense même pas. Par contre, certains projets qui ont été entamés, forcément, on va les finir. Mais c'est lui qui arrive au pouvoir, qui a présenté son programme, qui compte réaliser donc un bilan satisfaisant à partir du programme qui s'était engagé. Voilà, il va chercher les moyens pour les exécuter. Juste une dernière question. Quel impact
cela aurait sur notre économie si jamais, avec ce changement de régime, on a à la tête du pouvoir quelqu'un qui ne serait pas de la mouvance présidentielle actuelle? Moi, je pense que déjà... De changer de programme, de quitter le PSE pour aller vers un nouveau programme. Moi, je pense déjà qu'un changement de régime est toujours une bonne chose. Hein, parce que déjà, ça va pousser les gens qui vont venir à se mettre au travail, parce qu'ils sauront que s'ils ne travaillent pas automatiquement, voilà, les gens vont les sanctionner donc négativement. Mais également, ceux qui occupent des responsabilités, ils sauront que s'il y a un changement, automatiquement, il y aura des audits qui seront lancés. Et s'il y a des malversations ou autre chose, ils seront sanctionnés. Ça veut dire là ce qu'on appelle la réduction des comptes. Mais c'est que cela, ça va pousser ceux qui vont prendre, qui seront aux affaires, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense qu'on a besoin de cela. Le changement, ce n'est rien d'autre que de redynamiser encore. Hein. Voilà, c'est tout. Parce que l'économie, c'est donc l'administration, c'est la continuité. Mais changement de plan. Bon, pour un plan pour lequel on a dépensé des milliards, on s'est endetté auprès des institutions internationales. Vous savez, en économie, l'économie est une science sociale. Hein, on n'est jamais d'accord sur tout. Voilà. Si vous prenez le cas du TR, certes, ce n'est pas mal. Voilà, mais on pouvait avoir des trains qui nous coûteront moins cher. Parce que nous parlons par exemple d'un train qui fait 160 km à l'heure, ça n'a aucune importance. Sur 36 km, vous avez 14 gares. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui peut rouler jusqu'à 160 km? Ça ne sert à rien. Ça veut dire que peut-être on pouvait avoir des types de trains avec du confort qui pouvaient rouler bien, mais qui nous coûtera peut-être la moitié. Et cet argent pourrait être orienté ailleurs. Maintenant, il faut accepter que c'est quelqu'un qui a été élu, qui a des projets, et c'est à lui de dérouler. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir la même vision, mais il faudrait aussi respecter quand même sa vision. Voilà, respecter ensuite, donner son point de vue. Docteur Mor Gassama, économiste de profession, donc était l'invité de Soir d'Info. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Sarah. Excellente suite des programmes sur la télévision, Futurs Médias et bon début de week-end à toutes et à tous.